Il était une fois dans la ville animée de Lagos, une jeune fille qui prit une résolution du nouvel an très choquante. Elle s'appelait Nia et c'était le type de fille pour laquelle les hommes se battaient. Sa peau était aussi éclatante que du lait, et sa taille était telle qu'elle pouvait faire perdre à n'importe quel homme le nom de son propre père. Cependant, Nia était amoureuse d'un homme qu'elle chérissait de tout son cœur. Son nom était Topé, un homme grand, soigné, et qui sentait toujours bon le parfum de luxe. Topé savait utiliser des mots pour capturer le cœur de n'importe quelle femme. Il avait ce don de prendre la main d'une femme et de lui faire croire qu'elle était la seule au monde. Pendant 3 ans, Nia crut tout ce qu'il disait. Elle pensait que Topé l'aimait de tout son cœur, que leur relation signifiait quelque chose de profond. Elle croyait qu'un jour, il s'agenouillerait pour lui demander d'être sa femme. Mais ce que Nia ne savait pas, c'était que l'homme avec qui elle envisageait un futur était en réalité occupé à planifier son propre départ. Topé préparait son exit depuis des mois, ne sachant pas comment dire à Nia qu'il était fatigué de la relation et qu'il avait besoin de prendre de la distance. Il ne savait pas comment lui avouer qu'il avait trouvé une autre femme qui l'avait complètement ébloui. Topé continua de lui mentir jusqu'à ce que le 31 décembre arrive. Les feux d'artifice éclairaient déjà le ciel. Les églises étaient pleines de personnes qui remerciaient Dieu de les avoir gardées en vie. Tout le monde était excité pour la nouvelle année, y compris Nia, qui avait hâte de découvrir ce que celle-ci lui réservait, car elle ne traversait pas simplement une nouvelle année, mais entrait dans un nouveau chapitre de sa vie. Topé avait promis de rendre leur relation officielle à l'arrivée de la nouvelle année. Ce soir-là, il l'appela pour lui annoncer un rendez-vous qu'il avait prévu pour eux. Nia ne pouvait contenir son excitation. Elle enfila une magnifique robe, la sorte de robe qui épousait son corps comme si elle était cousue directement sur sa peau. Elle se parfuma avec son odeur préférée, celui que Topé lui avait offert lorsqu'il était revenu de Londres il y a 1 an. Elle savait combien il l'adorait, alors elle décida de le porter pour cette nuit spéciale, espérant que Topé allait enfin lui poser la question tant attendue. Elle mit ses talons, qui lui donnaient l'allure d'une reine. Elle prit même des photos et les publia sur son statut WhatsApp avec une légende disant qu'elle entrait enfin dans la nouvelle année avec des prières exaucées. Nia se rendit au restaurant, le cœur battant la chamade, convaincue que cette nuit serait mémorable. Elle s'installa à la table, attendant l'arrivée de Topé. Elle attendit, mais Topé ne vint pas. D'abord, elle sourit, se disant qu'il était coincé dans les embouteillages. Elle l'appela plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Elle lui laissa des dizaines de messages, mais rien n'y fit. Elle était là, attendant un homme qui n'avait aucun projet de la rejoindre ce soir-là. Elle vérifia son téléphone maintes et maintes fois, mais il n'y avait ni message, ni appel, pas même une notification. Elle rappela encore et encore, le numéro sonnait sans réponse, puis finit par être éteint. Elle sentait son cœur s'accélérer, essayant de ne pas paniquer, persuadée que sa batterie avait simplement rendu l'âme. Mais au fond d'elle, Nia s'inquiétait. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle voulait garder espoir en attendant des explications de la part de Topé. Finalement, à 22h47, Topé prit enfin la peine de lui répondre, non pas par un appel ni par des excuses, mais par un message bref, sans égard pour ses larmes. Il dit simplement, « Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis vraiment désolé. » À la lecture de ce message, Nia sentit ses larmes lui monter aux yeux. Elle cligna des paupières, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Elle renvoya un message, demandant ce que cela signifiait, mais Topé répondit qu'il n'était pas prêt pour le mariage, qu'il ne l'avait jamais été. La gorge de Nia se noua, sa bouche se dessécha, et ses mains commencèrent à trembler. Elle lui relut ce message, se levant du canapé, le corps soudainement lâche comme de la gélatine, sa vision se brouillant. Elle se dirigea vers le miroir et s'observa. Sa robe rouge, son maquillage, ses bijoux, ses cheveux impeccablement coiffés. Tout en elle semblait parfait, mais le visage qui lui renvoyait un regard vide était celui de quelqu'un ayant perdu son âme. Puis elle s'assit lentement, avant de crier, un cri puissant qui fit vibrer les murs de son appartement. Elle prit un coussin et le pressa contre son visage, laissant ses larmes couler comme une pluie torrentielle. Elle pleura jusqu'à ressentir une douleur dans la poitrine,
jusqu'à ce que son maquillage s'écoule comme de la peinture. Elle pleura jusqu'à se sentir stupide. Car la vérité était celle-ci, Nia ne venait pas seulement de perdre l'homme qu'elle aimait, mais aussi sa fierté, sa confiance en elle, et tous les espoirs qu'elle avait jamais eus en amour. Et le pire dans tout cela, c'était que Topé avait choisi de la quitter alors que tout le monde se préparait à accueillir la nouvelle année avec espoir. Il l'avait fait cette nuit-là, alors que le ciel était supposé porter des prières. Il l'avait fait alors qu'elle aurait dû être reconnaissante. Il l'avait laissée là, alors que ce moment aurait dû être une bénédiction. Nia s'était effondrée d'une manière indescriptible. À minuit pile, la ville entière résonnait des applaudissements et des cris d'allégresse pour le nouvel an. Les feux d'artifice éclataient dans le ciel. Les cloches des églises résonnaient. Les gens dansaient, hurlaient de joie, mais dans l'appartement de Nia, il n'y avait qu'un profond silence, un silence lourd et douloureux. Nia était assise par terre, le dos contre le mur, les larmes coulant sans retenue. Elle tenait son téléphone comme s'il s'agissait d'un objet mort. Puis elle ouvrit son application de notes. Elle tremblait, mais son esprit demeurait clair. La douleur dans sa poitrine se transformait en quelque chose d'autre, quelque chose de glacial, de tranchant, d'ignoble. Alors, elle commença à taper lentement, « Ma résolution pour la nouvelle année, je briserai tant de cœurs avant la fin de l'année. Les hommes vont souffrir pour ce qu'il m'a fait. » écrivit-elle, essuyant ses larmes avec le revers de sa main. À cet instant, elle jurait de battre les hommes à leur propre jeu. Puisqu'il pensait que l'amour était un jeu, elle deviendrait l'arbitre. Se levant, elle se dirigea à nouveau vers le miroir, ses yeux rouges de colère, promettant de ne plus jamais être une victime. Cette nuit-là, Nia ne se rendit pas à l'église. Elle ne pria pas. Elle ne mangea pas. Elle ne dormit pas non plus. Elle se contenta de fixer l'obscurité, devisant des plans. Elle était déterminée à se venger, et son seul désir était de voir les hommes souffrir. Nia fit tout pour que cela se produise. Au cours de la 2e semaine de janvier, son apparence avait complètement changé. Elle avait renouvelé sa garde-robe et sortait de plus en plus. Elle postait des photos en ligne et brillait d'une façon qui laissait perplexe ceux qui l'entouraient. Comment une personne pouvait-elle être quittée le 31 décembre et sembler si rayonnante le 5 janvier? Les gens commençaient à parler, à poser des questions. Nia va-t-elle bien? Peut-être est-elle déjà passée à autre chose. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que Nia ne guérissait pas. Elle hantait plutôt. Son plan était simple. Elle entrerait le cœur d'un homme comme une douce prière, puis disparaîtrait comme une malédiction. Elle ferait en sorte qu'ils se sentent spéciaux, privilégiés, en sécurité. Puis elle s'envolerait de leur vie. Pas d'explication, pas de fermeture, pas de pitié. De la même manière que Topé avait disparu, de la même façon qu'il avait mis fin à des années de relations sans scrupules. Nia voulait que les hommes goûtent à leur propre médecine. Elle désirait leur faire ressentir la douleur qu'ils infligeaient aux femmes au quotidien. Et elle ne planifiait pas de faire souffrir un seul homme. Elle voulait que des centaines d'entre eux souffrent. Ainsi, elle créa une liste secrète, un document qu'elle intitula « La leçon ». Elle y écrivit des noms, à côté de chaque nom, Nia décrivit les méthodes qu'elle utiliserait. Elle était déterminée à jouer. Son premier cible était un banquier nommé Femi. Il était si doux et confiant. Elle le rencontra dans un salon à Victoria Island. Il demanda son numéro et paya même pour le repas qu'elle mangeait. Elle lui sourit en voyant combien il se plaisait à la couvrir de compliments. Femi était tellement captivé par sa beauté. Ils passèrent des heures à se découvrir, et au moment où la nuit s'acheva, Femi était déjà tombé amoureux d'elle. Il la raccompagna chez elle et commença à s'enquérir d'elle quotidiennement. Il lui envoyait des messages de bon matin, des mèmes, de l'argent, et même de la nourriture à domicile. Femi était éperdument amoureux. Après une semaine, il lui demanda d'être sa petite amie. Nia, sans perdre de temps, accepta. Elle devint tout ce qu'il avait toujours voulu, répondant rapidement à ses messages, riant à ses blagues, et écoutant ses problèmes comme s'ils étaient les siens. Elle commença même à l'appeler par des noms tendres.
Une nuit, elle pleura et lui demanda de ne jamais briser son cœur. « J'ai déjà été blessée par le passé. S'il te plaît, ne me fais pas de mal, lui dit-elle, tandis que la poitrine de Femi se gonflait de fierté. Il pensait sauver une fille brisée, sans savoir que la fille brisée aiguisait en réalité son couteau. Les jours passèrent et Femi décida de la présenter à sa mère. « J'ai hâte de te présenter à ma maman demain. Elle sera là et je ne peux pas attendre que tu la rencontres. » dit-il à Nia, qui prétendit être enthousiaste. Femi ne pouvait pas contenir son excitation. Pendant toutes ces années, il avait promis à sa mère de lui offrir la meilleure belle-fille qu'elle ait jamais vue. Alors quand il rencontra Nia et vit à quel point elle était magnifique, il annonça à sa mère qu'il ne pouvait pas attendre de la rencontrer. Mais, il ignorait que Nia n'avait aucune intention de rester avec lui. Ce matin-là, sa mère arriva et Femi appela Nia pour qu'elle vienne chez eux. Elle lui assura qu'elle viendrait. En fait, elle lui lança même qu'elle préparerait le plat préféré de sa mère à son arrivée. Femi, n'en pouvant plus d'attendre, rassura sa mère avec tant de belles paroles. Mais des heures passèrent et Nia ne se manifesta pas. Femi l'appela sans relâche, mais Nia refusa de répondre. Il lui envoya des messages. « Nia, es-tu en route ? Ma mère est ici. Tout va bien ? » Les messages étaient livrés, les coches bleues apparurent, mais pas de réponse. Femi se mit à rire nerveusement, rassurant sa mère en disant que Nia était sûrement coincée dans les embouteillages, car le trafic pouvait être traître. Les minutes se transformèrent en heures et son sourire commença à s'éteindre. Il s'excusa et se rendit dans sa chambre, continuant à appeler Nia. Cette fois, le numéro était hors service. Femi gelé, il tenta encore et encore, mais le numéro était toujours éteint. Ses mains commencèrent à trembler alors qu'il retourna sur WhatsApp. Sa photo de profil avait disparu, son dernier statut n'était plus visible. Il parcourut son profil frénétiquement, le cœur battant la chamade en tapant un message. « Nia, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé si je t'ai offensé. Dis-moi juste ce que j'ai fait de travers. » Pas de réponse. Il actualisa la discussion et là ce fut le drame. Les messages cessèrent d'être livrés. Elle l'avait bloqué. Les jambes de Femi s'effondrèrent alors qu'il s'assit sur le bord de son lit, confronté à la brutalité de la situation. À ce moment-là, sa mère frappa doucement à la porte. « Est-ce qu'elle arrive ?» demanda-t-elle tendrement alors que Femi ouvrait la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Les larmes lui montèrent aux yeux alors que sa voix se brisait. « Elle ne vient pas, maman ?» murmura-t-il alors que sa mère s'approchait et posait une main sur son épaule. « Que s'est-il passé, mon fils ?» demanda-t-elle alors que Femi secouait lentement la tête. « Je ne sais pas, maman. Elle avait promis qu'elle viendrait. » Sa mère poussa un profond soupir sans rien dire. Mais la déception peinte sur son visage toucha Femi plus que n'importe quelle insulte. Pendant ce temps, dans son appartement, Nia était allongée sur son lit, feuilletant son téléphone tout en riant. Elle vit les appels manqués de Femi, ses messages, et les lut calmement un par un. Puis, elle ouvrit l'application Notes, scrollait jusqu'à sa liste, et y inscrivit son nom, notant que sa mission était accomplie. Elle verrouilla son téléphone et le mit de côté. Son cœur ne s'était pas serré. Ses yeux ne s'étaient pas humidifiés. Au lieu de cela, elle ressentit autre chose, soulagement, pouvoir, contrôle. Et pour la première fois depuis que Topé l'avait quittée, elle avait l'impression de tenir le couteau. Elle ressentit une maîtrise qu'elle n'avait jamais connue dans sa vie. Et ce sentiment la remplissait de satisfaction. Le matin venu, Femi était devenu l'ombre de lui-même. Il n'allait pas au travail. Il ne mangeait pas. Il restait assis sur son lit, fixant le mur, se demandant ce qu'il avait pu faire. Il décida donc de lui rendre visite pour comprendre ce qui avait pu se passer. Cependant, lorsqu'il arriva, le gardien de la porte verrouilla et ne le laissa pas entrer. Femi fit tout pour entrer. Il se mit même à crier son nom. Entendant cela, Nia sortit sur le balcon pour dire au gardien de se débarrasser de ce dérangement. Femi n'en croyait pas ses yeux.
Il observa Nia se moquer de lui, l'appelant un dérangement. Le mot le frappa comme une gifle alors qu'il la regardait de loin. Elle croisa les bras et abaissa le regard sur lui comme si elle ne voyait en lui rien de plus qu'un étranger. « Pourquoi cet homme est-il encore là ?» demanda-t-elle au gardien de manière glaciale. « Je t'ai dit de te débarrasser de ce dérangement. » Femi sentit sa poitrine se comprimer. Il resta planté là quelques secondes, observant celle qu'il croyait aimer de tout son cœur. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il se retourna, essayant de partir sans s'humilier davantage. Plus tard dans la journée, alors son cœur battait la chamade, elle prit son téléphone et reçut un appel. C'était Kola Wall, un homme qui s'intéressait à elle depuis plus de 2 ans. Kola, consultant en immobilier qu'elle avait rencontré lors d'une conférence, lui avait envoyé des messages pendant des mois, lui déclarant son amour. Mais Nia était tellement fascinée par Topet qu'elle ne lui avait jamais donné sa chance. Elle avait voulu s'assurer de son intérêt, aimant son attention et son charme. Ils discutèrent pendant de longues minutes, Kola lui expliqua combien il avait patienté pour ce jour. Ils se rencontrèrent enfin pour un rendez-vous, passant des heures à parler. Nia exerça alors son charme de bonne fille. Elle était tellement aimable, n'ayant pas à faire grand-chose pour être appréciée. Elle savait comment faire tomber un homme amoureux et utilisa ce don pour duper Kola qui pensait sincèrement qu'elle l'aimait aussi. Kola tomba rapidement pour elle, non pas parce que Nia l'y força, mais parce qu'elle lui donnait exactement ce qu'il avait tant désiré. Leurs premiers rendez-vous s'enchaînèrent et Kola ne pouvait s'empêcher de sourire. Il lui envoya un message le soir pour s'assurer qu'elle rentrait bien chez elle. Kola envoya un long message le matin, un autre l'après-midi, et même appela avant de se coucher pour entendre sa voix. Kola chercha à connaître son génotype, et Nia lui révéla qu'elle était des Bleuas. La joie sur le visage de Kola à ce moment-là était inégalable, réalisant que Nia était le parfait appariement pour lui étant donné que son propre génotype était également des Bleuas. Il répondit à tous ses messages avec douceur, ni trop rapidement, ni trop lentement, juste assez pour alimenter son cœur en effervescence alors que Kola s'ouvrait à elle. Il lui confia des choses qu'il n'avait jamais dites à personne, comment il était fils unique, comment son père était mort lorsqu'il était encore jeune, laissant sa mère s'occuper de lui seul. Kola narra comment il avait grandi dans un foyer silencieux où le bruit du silence pesait plus que tout. Il lui confia combien il détestait rentrer dans une maison vide et combien il rêvait d'avoir sa propre famille. Kola ne cessait de parler de sa volonté ardente de devenir père, de veiller sur des enfants pour qu'ils ne ressentent jamais la solitude qu'il avait éprouvée pendant son enfance. Nia l'écoutait avec attention, l'encourageant avec des gestes doux et des sourires réconfortants. Ces paroles résonnaient profondément en lui, et Kola, à partir de ce jour, devint intentionnel à son égard. Il réorganisa son emploi du temps pour elle, l'emmenant en voiture à travers Lagos comme s'ils étaient déjà mariés. Il lui présenta ses amis proches et lui donna même une clé de son appartement pour qu'elle puisse lui rendre visite quand elle le souhaitait. Kola était convaincu que Dieu avait enfin exaucé ses prières. Cependant, Nia était là pour traquer ses faiblesses. Les semaines passèrent, un soir, elle annonça à Kola une nouvelle qui le laissa bouleversé. « Kola, il y a quelque chose que je dois te dire », dit-elle alors qu'il se tourna vers elle avec inquiétude. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, l'inquiétude se lisant sur son visage alors qu'elle baissait les yeux en parlant. « Je me sens étrange ces derniers temps », murmura-t-elle doucement en disant qu'elle avait loupé ses règles. La pièce tomba dans un silence pesant, et le cœur de Kola commença à s'emballer. « Tu veux dire que tu es enceinte » chuchota-t-il alors que Nia hochait la tête lentement. Kola se leva abruptement du canapé, s'exclamant « Jésus !» Alors qu'il arpentait la pièce, son excitation était palpable. « Es-tu sérieuse ?» demanda-t-il en réalisant peu à peu l'importance de cette nouvelle. Les larmes jaillirent aux yeux de Nia alors qu'elle feignait la peur, et pour Kola, qui avait tant espéré cela toute sa vie, ces mots signifiaient tout. Il appela immédiatement sa mère, ainsi que ses amis, leur annonçant la bonne nouvelle. « Je vais être père », s'écria-t-il avec fierté, commençant à planifier ses fiançailles. Quelques jours plus tard, Kola se procura une bague de fiançailles, voulant faire sa demande correctement,
non pas simplement parce que Nia le lui avait demandé, mais parce qu'il voulait faire les choses bien. La proposition fut minutieusement préparée, alors que Kola s'agenouillait devant tout le monde, demandant à Nia d'être sa femme. Tenant la bague, il dit « Tu es entrée dans ma vie alors que j'en avais assez d'attendre. Maintenant, tu portes notre enfant, et je veux bâtir une famille avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Tout le monde sourit, attendant sa réponse avec excitation. Certains pleuraient même, levant leur téléphone pour capturer ce moment émouvant. Nia le regarda pendant quelques secondes, puis éclata de rire, de façon théâtrale, laissant tout le monde perplexe. Le sourire de Kola s'estompa alors qu'il tentait de comprendre ce qui se passait. « Nia » murmura-t-il tandis qu'elle recula, l'hilarité sur son visage fondant en un doux dédain. « Tu parles de moi, enceinte ?» Kola avait froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, tandis que Nia, les bras croisés, le fixa avec un mépris déconcertant. « J'ai menti » confessa-t-elle calmement, laissant tout le monde dans l'incrédulité. Kola se leva lentement, essayant de digérer ses mots. « Tu as menti » demanda-t-il en balançant ses épaules, émerveillé par la tournure des événements. « Je devais voir à quel point tu étais désespéré » déclara-t-elle alors que les genoux de Kola fléchissaient. « Tu savais à quel point je voulais un enfant » murmura-t-il, troublé. Nia inclina la tête et poursuivit. « C'est exactement pour cela que j'ai utilisé cette carte. » Sa voix se faisait forte alors qu'elle s'adressait à la salle, affirmant « Laissez-moi être claire. Je ne descendrai jamais aussi bas pour donner un enfant à un homme comme toi. » La pièce explosa littéralement alors que les gens commençaient à crier, Kola restant figée sous l'effet de l'humiliation. Nia prit son sac et tourna les talons, s'éloignant de lui, tandis qu'une nouvelle entrée s'ajoutait à sa liste. Elle ne ressentit aucune once de remords pour ce qu'elle avait accompli, sa concentration se déplaçant vers son prochain objectif. Soudain, son téléphone se mit à sonner. C'était Topet, l'homme qui lui avait brisé le cœur et l'avait abandonné la veille du Nouvel An. Son regard s'arrêta sur l'écran alors que le nom de Topet s'affichait. Son cœur fit un bond, et pendant un bref instant, la douleur du passé ressurgit. Puis, elle éclata de rire, rejetant l'appel et bloquant son numéro. « Pas aujourd'hui, Satan » murmura-t-elle en continuant à faire défiler son téléphone. Quelques minutes plus tard, Nia remarqua un message dans sa messagerie directe. C'était d'un jeune homme dont elle ne se souvenait même pas d'avoir suivi. Il avait répondu à l'une de ses photos, et Nia sourit en répliquant à son commentaire. « Merci » écrivit-elle, et c'était tout ce qu'il suffisait. Le jeune homme répondit instantanément, la complimentant sur sa beauté. Elle s'annonça alors, adoptant son attitude séduisante tout en l'invitant à la découvrir. Ils commencèrent à discuter quotidiennement, riant ensemble. Le week-end suivant, ils avaient convenu de se rencontrer. Nia se prépara avec soin. Lorsqu'elle arriva au restaurant, elle était éblouissante. Le jeune homme se leva immédiatement en la voyant, ses yeux s'illuminant de joie alors qu'il complimentait encore sa beauté, la trouvant encore plus magnifique en personne. Mais alors qu'ils discutaient, riant ensemble et apprenant à se connaître, en levant sa cuillère pour goûter au plat qui venait d'arriver, un malaise étrange l'envahit. Son estomac se tordit de manière violente. Elle lâcha la cuillère, se coucha la bouche, et se précipita vers les toilettes où elle commença à vomir. Elle vomit une fois, 2 fois, 3 fois, tandis que son corps commençait à trembler, la tête tournant. Le jeune homme frappa à la porte, inquiet. « Es-tu bien ?» demanda-t-il alors que Nia mentait en disant qu'elle allait bien. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, les nausées revinrent. Le lendemain matin, elles se répétèrent encore, et Nia comprit alors que quelque chose n'allait pas. Elle acheta un test de grossesse, incapable de croire ce qu'elle voyait, elle découvrit qu'elle était bien enceinte. Elle gela sur place. « Non, ce n'est pas possible », se dit-elle, ses genoux flageolants alors qu'elle fixait le résultat, la réalité la frappant comme une brique. Elle se rendit à l'hôpital le lendemain pour tenter de mettre fin à sa grossesse, mais le médecin l'avertit que cela pourrait lui coûter la vie.
Votre état rend cette opération extrêmement risquée, lui expliqua-t-il, l'exhortant à mener la grossesse à terme. Les mots résonnèrent dans sa tête alors qu'elle quittait l'hôpital, engourdie. Nia n'était pas enceinte par accident. Elle avait menti à Kola pour lui faire croire qu'elle l'aimait alors qu'elle savait qu'elle était des Bleuas. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone pour composer le numéro de Kola. L'appel ne passait pas. Elle tenta encore, rien. Elle se connecta sur WhatsApp. Bloqué. Instagram désactivé. Facebook éteint. Elle se précipita à son bureau, mais il avait déménagé, avait quitté le pays. Aucune adresse de transfert. Aucun numéro. Pas de traces. Kola venait de disparaître complètement. C'est à ce moment-là que la peur engloutit enfin Nia tout entière. Elle pleura, implorant Dieu de la sauver. Elle regretta tout ce qu'elle avait fait, mais il était déjà trop tard. Elle dut mener sa grossesse seule, faisant face aux nausées matinales, aux visites à l'hôpital, et aux nuits silencieuses où elle se sentait de plus en plus isolée. Ses amis s'éloignèrent. Les hommes qu'elle avait blessés disparurent. La liste qu'elle avait intitulée « La leçon » sur son téléphone ne comptait plus. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'occuper de ce petit être qui allait s'avérer être un enfant SS. Lorsque le bébé arriva finalement, les médecins confirmèrent que l'enfant était effectivement SS. L'enfant pleurait sans relâche et les visites à l'hôpital devinrent monnaie courante. Transfusion de sang, crise de douleur, nuit sans sommeil. Elle regardait son enfant souffrir et se rappelait la voix de Kola, combien il voulait un enfant, combien il avait rêvé d'une famille, et combien elle s'était moquée de lui. Chaque cri semblait un jugement. Chaque facture d'hôpital était une forme de karma. Des années plus tard, lors d'une autre nuit de réveillon, Nia se tenait à côté de son enfant malade dans une chambre d'hôpital. Les feux d'artifice éclataient à l'extérieur. Les cloches des églises résonnaient. Les gens faisaient la fête, mais à l'intérieur de cette chambre, tout était étrangement calme. Elle ouvrit son application Notes, parcourant les anciennes entrées, les noms, la cruauté, et elle décida de tout supprimer. Tout cela. Puis, elle incorpora quelque chose de nouveau dans ses notes. Je pensais que la vengeance me guérirait, mais elle ne m'apprit que la douleur. C'est ainsi que Nia apprit une leçon amère, que la vengeance ne fait que nous transformer en ceux qui nous ont blessés au départ. La leçon à tirer de cette histoire est qu'aucun mal ne peut guérir la douleur. Cela ne fait que la multiplier. Lorsque vous répondez à la méchanceté par la méchanceté, vous devenez lentement l'être qui vous a brisé. Nia pensait que la revanche restaurerait sa fierté, mais en réalité, elle lui prit sa paix. La douleur répondant à la douleur crée une chaîne qui nuit aux innocents dans son sillage. Au lieu de rendre le mal pour le mal, nous devons traiter les autres comme nous aimerions être traités, avec honnêteté, empathie et retenue. La guérison commence non pas lorsque nous faisons du mal en retour, mais lorsque nous choisissons de nous élever au-dessus de la blessure. Et c'est ainsi qu'elle comprit. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime, dites-nous en commentaire depuis quel pays regardez-vous l'histoire.